mesdames et messieurs. Bonjour une fois encore de nous rejoindre et merci de nous rejoindre encore. Et nous sommes à notre webinaire de ce jour et nous avons le plaisir donc au nom de la direction générale de l'agence Côte d'Ivoire PME de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sur cette plateforme Zoom de l'agence Côte d'Ivoire PME qui nous permet en ce vendredi 26 juin 2020 d'échanger et de vous permettre de recevoir des informations, des stratégies et en tout cas tout ce qu'il y a comme méthode en cette période de crise sanitaire qui sévit de plus en plus en Côte d'Ivoire. Nous espérons que vous tirerez le meilleur profit de ce webinaire de cette matinée. Alors, je suis Anderson Nda, je suis chef de division guichet des services au PME et renforcement des capacités de groupements et associations de PME. Je vais me faire fort de vous présenter en quelques slides l'agence Côte d'Ivoire PME, ses activités, ses missions, ses acquis à ce jour. Après quoi, notre conférencier de ce jour prendra la parole pour intervenir sur le thème qui nous réunit ce matin et nous passerons à une série de questions-réponses, d'échanges, de contributions pour terminer autour de 11h30 au plus tard, nous espérons. Voilà, donc cela dit, je vais entamer pour ce premier point la présentation de l'agence Côte d'Ivoire PME. L'agence Côte d'Ivoire PME, donc, est donnée pour slogan d'accompagner l'avenir, de soutenir les entrepreneurs, les tout petits, les TPE, les PME, pour les amener à grandir et à être des leviers de croissance et de développement économique en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes très heureux donc de vous présenter les activités de l'agence qui travaille avec les TPE et qui travaille avec les PME également. Alors, l'agence Côte d'Ivoire PME a donc pour mission de soutenir les entreprises, de faire leur promotion et de contribuer donc à la mise en opérationnelle de la stratégie nationale de développement de celle-ci à travers 5 piliers, notamment favoriser la création des PME, améliorer l'accès des PME au financement et au marché, renforcer les capacités techniques et managériales des PME, améliorer le climat des affaires des PME, développer la question entrepreneuriale et l'innovation. L'agence a commencé son opéralisation en octobre 2017, le 30 octobre 2017, avec le recrutement de son directeur général, M. Sali. Allô, Anderson? Oui, c'est bon. Ton micro est sur mute. Hein? Oui. Alors, l'agence, en 3 ans environ d'existence, a mis en place 4 services de soutien aux PME, notamment le centre de soutien à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs, le guichet des services aux PME qui s'occupe de l'accompagnement conseil et l'accompagnement conseil des PME et des groupements de PME, le bureau de développement des PME en région et PME BI qui est le centre d'intelligence des affaires sur les PME. Qu'est-ce qu'une PME? Quand on parle de renforcer les capacités des PME, la PME se définit en Côte d'Ivoire comme une entreprise qui respecte ou qui s'inscrit dans les 3 catégories ou dans l'une des 3 catégories suivantes. Nous avons la micro-entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 30 millions de francs CFA. La petite entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 30 millions et 150 millions de francs CFA hors taxes.
et la moyenne entreprise dont le chiffre d'affaires compris entre 150 millions et 1 milliard de francs CFA hors taxe. Et bien sûr, de manière générale, une PME est une entreprise qui a un effectif inférieur à 200 employés. Donc, voici les 3 catégories en Côte d'Ivoire quand on parle de PME. En 2019, le guichet des services aux PME, qui est le portail d'accompagnement conseil de l'Agence Côte d'Ivoire PME, a accompagné 2006 PME à travers des activités de renforcement des capacités managériales, des activités de conseil en entrepreneuriat, d'assistance en financement et marché, diagnostic et accompagnement à la restructuration et traiter aussi de certains partenariats. Nous avons pratiquement 39,4% des activités en 2019 qui ont porté sur le renforcement des capacités techniques et managériales, avec 33% de femmes qui ont bénéficié donc des services de l'Agence Côte d'Ivoire PME à travers son guichet et 67% d'hommes dirigeants de PME ou de TPE. Le guichet offre des services spécialisés d'accompagnement conseil personnalisé sur les questions de redressement des PME en difficulté, d'accès aux avantages fiscaux, d'accès au marché public. Nous avons des experts qui vous reçoivent, qui reçoivent les dirigeants de PME de façon individuelle pour écouter leurs difficultés, leurs problématiques et les accompagner donc à bénéficier des avantages fiscaux ou accéder au marché public à travers les appuis au montage des dossiers d'appel d'offres, l'offre technique ou l'offre financière. Le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire PME, dans sa politique de développement des entreprises, des PME, signe certaines conventions, dont celle avec l'ONU Femmes, et pour donc accompagner l'entrepreneuriat féminin et faire la promotion donc du développement basé sur le savoir-faire des femmes. En termes d'entrepreneuriat féminin, une étude menée avec l'appui de l'ONU Femmes par notre centre d'intelligence des affaires sur les PME, PME BI, une étude menée l'an dernier a démontré que la proportion d'entreprises dirigées par les femmes s'accroît lorsqu'il s'agit de PME. 34% de PME sont dirigées donc par les femmes et 39% des PME ont au moins une femme membre du conseil d'administration ou de gestion. Voilà. Lorsque le modèle de production se complexifie, les femmes ont du mal à s'insérer dans le tissu entrepreneurial, et ce qui fait qu'on note que 14% d'entreprises manufacturières sont dirigées par les femmes. En plus, 51% de femmes sont représentées dans les petites unités de transformation, 20 femmes sur 430 dirigeants de grandes entreprises et 26,3% des entreprises ivoiriennes comptent au moins une femme comme actionnaire. Parmi les activités réalisées par l'Agence Côte d'Ivoire PME à travers son guichet des services aux PME, en 2019, nous avions mené certaines activités en présentiel, telles que des masterclass et des réseautages. Ici, vous voyez une session de réseautage entre les PME ivoiriennes et des structures basées en Allemagne pour faciliter l'exportation des produits manufacturiers ou des matières premières agricoles vers l'Allemagne. Le guichet a également organisé 7 échanges sur la problématique de l'accès au financement pour la petite transformation agro-industrielle avec le partenaire CDT. Une masterclass sur les systèmes de management de la qualité afin d'accompagner les PME à se doter d'outils de démarche de qualité et d'amélioration continue de la gestion de leurs différentes entreprises. Voilà. Cette masterclass a été menée avec le partenaire 2ST spécialisé en la matière. Une autre masterclass sur la gestion des coûts de revient avec le cabinet Grand Thornton pour renforcer les capacités des femmes bénéficiaires des fonds basés à optimiser leur productivité
par la maîtrise des coûts et les assister ou les appuyer, de sorte à ce qu'elles puissent respecter les délais de remboursement du prêt qu'elles ont reçu. Avec la GIZ, la coopération allemande de la Côte d'Ivoire accompagnée d'une cinquantaine de PME à travers l'agence Côte d'Ivoire PME pour bénéficier donc d'une formation sur le développement des projets d'énergie solaire photovoltaïque afin donc d'interchanger ou de pouvoir interagir avec les partenaires basés en Allemagne. Et un workshop également avec l'ONUDI sur les possibilités de création d'emplois pour les femmes et pour les jeunes à travers les chaînes de valeur du manioc et de l'anacarde organisée à l'hôtel Palm Club en partenariat avec l'ONUDI. L'agence avec ITC, International Trade Center basé à Genève, a initié une étude en vue de la mise en place du cluster des PME VET et cette étude a donc abouti au lancement officiel du Green Cluster des PME en Côte d'Ivoire ou cluster des PME VET pour donc soutenir le développement de l'économie VET à partir des PME qui sont dans cette filière. En région, grâce au PDCAS, un projet de la Banque mondiale, l'agence vient d'ouvrir son bureau de coordination opérationnelle à San Pedro en mai dernier, en présence du ministre Anople Félix, ministre de la promotion des PME, du préfet de région et de notre directeur général. Donc, désormais, vous pouvez trouver nos locaux à San Pedro, au quartier Litoro, à 150 mètres du carrefour de la Générale ex-SGBCI. Voilà, le numéro cellulaire ou le fixe s'affiche là, 34 71 09 80 pour contacter nos staffs qui sont à San Pedro. Toujours dans le cadre du développement en région, l'agence est en train de préparer le lancement d'une plateforme entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs pour permettre à ce que les PME puissent accéder à la commande publique à travers les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises qui ont accès à des marchés publics. Comment faire en sorte que ces PME-là soient en relation pour pouvoir être des fournisseurs et pour intégrer donc la chaîne de valeur dans la réalisation des travaux lancés par l'État à travers la commande publique au bénéfice des grands donneurs d'ordre. Le statut d'entrepreneur pour permettre à la formalisation du secteur informel. Les acteurs du secteur informel donc, sont accompagnés à travers ce statut pour donc, acquérir ou bénéficier des conditions liées, je veux dire, aux avantages fiscaux, aux avantages sociaux et donc également aux avantages en matière d'appui à la productivité à travers ce statut. Donc, les commerçants, les couturiers, les coiffeurs et autres, tous ceux qui sont dans le secteur informel à travers ce statut d'entrepreneur pourront donc accéder à plusieurs avantages et se faire assister et appuyer par l'agence Côte d'Ivoire PME chargée donc d'opérationnaliser ce statut. Dans le cadre de la promotion des PME, l'agence a signé une convention avec la GIZ, la coopération allemande et la KfW afin d'accompagner la création de 1050 emplois et d'améliorer 1200 emplois avec 5% de femmes bénéficiaires à travers le PAP, qui est le programme d'appui à la productivité, qui vise donc à accompagner 200 TPE et 500 PME. Le programme a déjà commencé depuis septembre 2019 et prendra fin en 2021. Et nous sommes déjà sur une cohorte depuis le mois de mars de 75 TPE de l'agroalimentaire et du tourisme et de 110 PME du secteur manufacturier. Et à présent, l'agence a lancé 2 nouveaux appels à manifestation d'intérêt dans le cadre du PAP. Un premier qui porte sur le recrutement de 100 PME en vue d'un parcours d'amélioration de l'accès au financement et un autre appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement de 100 PME en vue d'accélérer leur transformation numérique.
Donc, cela fait déjà 200 PME à travers ces nouveaux appels à manifestation d'intérêt que l'agence recherche. Et pour vous qui nous suivez, nous serons très heureux que vous puissiez appliquer, soumissionner pour ces appels, manifestation d'intérêt et bénéficier donc de l'appui de l'agence à travers ses partenaires pour améliorer votre productivité. IPME Data, qui est votre nouvelle plateforme de recensement des PME, TPE entrepreneurs ainsi que des acteurs de l'écosystème. Le site internet s'affiche sur la page ipmedata.agencepme.ci afin de recenser ou enregistrer tous les acteurs de l'écosystème, les PME, TPE entrepreneurs, ainsi que les formateurs, les experts sectoriels, les structures d'accompagnement ou d'encadrement, les organisations qui soutiennent ou encadrent les entrepreneurs pour que vous puissiez interagir ou soutenir l'agence dans ses missions et bénéficier donc de la primeur des appels à manifestation d'intérêt ou des opportunités que l'agence offre à tout cet écosystème à travers ses partenaires. Dans le cadre du plan de réponse économique et humanitaire, l'agence a su le secrétaire exécutif du FSPME, qui est le Fonds de soutien aux PME, dans le cadre de la lutte contre la crise liée à la COVID-19. Ce plan de réponse gouvernemental permet aujourd'hui à l'agence de pouvoir accompagner les PME à soumissionner en ligne sur sa plateforme, son site internet, www.agencepme.ci. Et la phase transitoire qui a pris fin quelques jours en arrière, cette phase transitoire a porté sur la période du 15 mai au 15 juin. Et l'agence a pu déployer ses staffs pour assister et appuyer les entrepreneurs à solutionner. Et nous attendons présentement les conditions de la phase à échelle. Voilà, c'est dans ce cadre que l'agence a soutenu la FINITOUSI, qui est la Fédération de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire, vu que ces acteurs ont été beaucoup sinistrés. L'agence s'est rendue à Bassam sur l'invitation de la FINITOUSI de Clan Bassam pour expliquer les conditions d'accès et soutenir ou accompagner les PME et les TPE de cette fédération à pouvoir appliquer, à pouvoir solutionner au fond. Ce fut également le cas à Jacquesville, toujours avec la FINITOUSI. Pour déployer ces programmes, l'agence n'a pas manqué de signer des partenariats avec des organisations de renom telles que l'ONU-FEMM, l'agence Côte d'Ivoire, l'agence Emploi Jeune, la BRVM, le CDT, le Conseil national des CGA, Maroc PME, la GIZ, Jeunes Achievement, l'Université Québec à Trois-Rivières au Canada, à Québec, et ainsi que le CPAI et Grand Automne et bien d'autres organisations. Compte tenu de la crise liée à la COVID-19, l'agence est passée en mode webinaire au niveau de son guichet de services pour les mesures d'appui ou des mesures d'accompagnement en termes de formation, de renforcement des capacités techniques et managériales. Donc, en 2019, nous étions en mode présentiel pour les masterclass, les sites d'échange, mais compte tenu de la crise depuis le mois d'avril, nous avons entamé une série de webinaires dont les thématiques sont sur la slide actuellement présentée. Voilà. Donc, nous avons fait récemment un webinaire avec les mentors pour accompagner les TPE dans le cadre du PAP. Et le 12 juin dernier, nous avons organisé un webinaire spécial sur l'entrepreneuriat féminin pour assister les femmes entrepreneurs, dirigeants de PME dans leur stratégie de pérennisation de leurs entreprises. Voilà. Nous avons aussi organisé un webinaire du Going Global sur la compétitivité internationale dans ce contexte de crise pour pouvoir renforcer les capacités de nos PME à pouvoir se positionner, se maintenir sur le marché mondial aujourd'hui fortement éprouvé. Et pour ce jour, pour ce matin, nous avons la joie de vous entretenir à travers notre expert sur le management stratégique, dont l'objectif est d'amener les entrepreneurs donc à maîtriser les stratégies de gestion agile
face aux effets de la COVID-19. Voilà. Et c'est notre webinaire du jour. Et notre conférencier que nous découvrons à présent est M. Michel Kouassi. Michel Kouassi qui est donc basé au Canada, il est titulaire d'un MBA. Il est expert en développement économique. Et il a plus de 16 années d'expérience en développement économique, en financement, investissement et promotion des PME. Et il a apporté des appuis à la gestion des risques des fonds de garantie, PME, PMI, agricoles, immobilier, export. Et il a contribué au financement et à l'encadrement des acteurs des différents secteurs de l'économie au Canada. En qualité de banquier d'affaires à la Banque de Montréal, il gère un portefeuille de PME et grandes entreprises opérant dans divers secteurs de l'économie canadienne. Il gère une équipe de structuration, de financement et de cofinancement des PME. Titulaire donc d'un MBA en finance avec orientation en gestion des gestions financières à l'Université du Québec à Montréal. Il est diplômé de l'Université catholique de Louvain en Belgique, où il a obtenu le diplôme d'études en administration et gestion et le diplôme d'études spécialisées en économie et gestion. Voilà, il est ivoirien, Michel Kouassi est ivoirien de base, voilà. Et il est titulaire également d'un diplôme d'ingénieur technique agricole obtenu à l'INPHB, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, ici en Côte d'Ivoire. Et avant de rejoindre aujourd'hui le Canada. Alors, il est en ligne. Nous allons nous faire le plaisir de lui passer maintenant la parole pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Michel. Bonjour Anderson, merci. Bonjour à tout le monde. Voilà. C'est un plaisir pour moi ce matin de partager avec vous au cours de cette session un certain nombre de ressources qui pourront vous aider, je l'espère bien, pour la gestion de la situation de crise créée par le le virus du corona. Donc, comme Anderson vient de le dire, le thème de la session aujourd'hui, c'est la stratégie de gestion. On parle de gestion agile parce que, étant donné qu'on est dans une situation de crise, il faut pouvoir en fait s'outiller pour gérer les effets de la COVID-19. Les effets qui ont certainement cours dans vos entreprises, vous pouvez le sentir. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont plus affectés que d'autres, mais il faut dire que toutes les entreprises, de façon internationale, sont en train d'être impactées par la situation du virus corona. Parce que la chaîne des valeurs est impactée au niveau global. Donc, on va passer en revue ce matin. Tu peux passer au suivant. On va partager sur la gestion des impacts du COVID dans un premier temps. Ensuite, on va aborder la question de gestion stratégique au cours de COVID. Et suivra la gestion de la trésorerie au cours de COVID. Et puis, bon, on va passer aux échanges. Si vous avez des questions éventuellement ou des commentaires. Donc, dans le cadre de la gestion actuelle de la crise liée à la COVID, c'est sûr que beaucoup d'entreprises rencontrent des défis et sont affectées négativement par la situation de COVID. Donc, beaucoup d'interrogations telles que, par exemple, combien de temps est-ce que cette situation va durer avant le rétablissement? Est-ce que l'entreprise elle-même va revenir à la normale? Qu'est-ce qui va prendre? Qu'est-ce que ça va prendre pour une entreprise de revenir à sa rentabilité dans le temps sur la base des ressources? Est-ce que les ressources actuelles vont durer? Je vais passer au slide suivant. Et est-ce que les flux de trésorerie après la reprise vont permettre à l'entreprise de rembourser ses emprunts, éventuellement rembourser aussi les crédits commerciaux pour survivre
pour survivre de la crise et aussi d'avoir un retour sur investissement à la suite de la crise. Est-ce que les entreprises ont profité des programmes gouvernementaux, comme vous avez noté, Anderson a expliqué un peu le programme de l'Agence Côte d'Ivoire PME qui est en cours en ce moment. Quels sont les programmes qui sont disponibles pour vous? Donc, l'Agence PME est bien placée pour vous orienter sur ces questions-là. Et y a-t-il des changements que vous pouvez apporter à votre modèle d'affaires pour réduire vos pertes et accélérer votre récupération? Donc, sur ce, les initiatives locales, comme je viens de le dire, par rapport à la COVID, par exemple, l'agence Côte d'Ivoire PME peut vous apporter des ressources et vous outiller au niveau de l'accompagnement. Vous avez aussi des allègements fiscaux. C'est en fait intégré au niveau du code d'investissement, je pense, du guichet de CPC, où certains allègements sont faits pour les entreprises. Mais il faut suivre un processus que l'agence pourrait éventuellement vous expliquer. Et puis, il y a en place un comité de gestion de fonds de soutien aux PME. Je crois qu'à cette étape, à ce niveau-là, la plupart des PME doivent être au courant en fait, de la disponibilité de ces fonds-là. Et d'un autre côté, il y a un niveau d'ajustement de votre plan d'affaires qu'il faut faire par rapport à cette situation de la COVID. Donc, un plan d'affaires, éventuellement, si vous en avez un, parce que la plupart des entrepreneurs négligent le plan d'affaires, mais c'est très important dans la démarche pour arriver à la rentabilité d'une entreprise. Le plan d'affaires répond à la question de savoir qu'est-ce que je veux faire. Et donc, avec la COVID, il est important de restructurer votre structure organisationnelle en ce moment, de réviser votre plan marketing et de vente, d'optimiser votre plan opérationnel pour répondre à la demande prévue, de réviser vos prévisions financières, de redéfinir où vous voulez amener votre entreprise. Donc, les fondements de votre entreprise, vous devrez en fait redéfinir ces fondements-là par rapport à la COVID. Donc, ça prend l'ajustement, avec la COVID, ça prend un ajustement de vos revenus lié à l'impact sur la chaîne de valeur et un ajustement de vos dépenses. Au niveau de l'ajustement de vos revenus, il est important d'identifier les menaces qui pèsent sur vos revenus en ce moment. Et je suis sûr que la plupart des entrepreneurs que vous êtes ont procédé à une révision. Vous avez certainement noté des baisses au niveau de vos revenus. Donc, il faut évaluer tous les types d'initiatives de préservation, par exemple, de la production de la liquidité. Donc, la trésorerie, c'est très important. Donc, il faut en fait regarder vos conditions et les termes de vos ventes avec vos clients. Il faut en fait négocier des reports ou des extensions des paiements pour vos comptes clients, par exemple, et essayer de regarder toutes les incitations gouvernementales, que ce soit au niveau du financement, au niveau de la garantie, au niveau des subventions et au niveau des rabais fiscaux. Il faut penser aux activités génératrices de revenus, par exemple. Donc, la focalisation en ce moment, c'est quelles sont les activités clés qui vous apportent des revenus. Donc, la clé aujourd'hui, c'est la liquidité, c'est l'espèce, donc le temps pour surmonter la crise de la COVID. Il est clair qu'au niveau de la santé, il y a beaucoup d'opérations en cours pour trouver un traitement et aussi trouver un vaccin. Et il n'est pas certain que jusqu'à la fin de l'année 2020, ils auront obtenu gain de cause au niveau de la recherche. Au niveau de l'ajustement de vos dépenses, il est important. Allô, Michel? Oui. S'il te plaît, pourrais-tu rehausser un peu la voix, s'il te plaît? Oh, d'accord. Okay.
Désolé. Tu m'entends mieux? Voilà, voilà. Un peu plus Oui. encore, voilà. Encore mieux? Oui, oui, OK. oui. OK. Voilà. Donc, au niveau de l'ajustement de vos dépenses, il est important de gérer les ressources essentielles de façon rentable. Donc, est-ce que vous êtes en mesure d'acheter certains actifs, qu'il s'agisse de produits, des équipements, la technologie, pour faire croître votre entreprise? Euh, Est-ce que vos prévisions suggèrent le temps de commencer un processus de vente prévisionnel? Donc, en fait, il faut essayer de vous projeter par rapport à l'après-Covid, mais en même temps, regarder quels sont les comptes clients qui peuvent en fait vous apporter cette liquidité-là. Donc, quelles sont les dépenses qui vont entrer en ligne de cours, les dépenses de façon optimale qui vont vous aider à ce niveau-là. Euh, pour les entreprises les entrepreneurs qui éprouvent des difficultés, est-ce que c'est le moment pour vous de vendre? Donc, il faut essayer de se situer par rapport à garder son entreprise ou la revendre. Donc, essayez de voir dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment par rapport à la COVID. Donc, dans le cadre de cette crise-là, il est très important de bâtir une résilience. Et la résilience, en fait, c'est vraiment de vous focaliser sur votre rentabilité. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la santé, la sécurité et les processus de nettoyage stricts aujourd'hui. Par exemple, il faut se laver les mains, il faut nettoyer avec des sanitages, enfin, il faut procéder à un certain nombre de dispositions qu'on n'avait pas à utiliser avant la COVID. Toutes ces dispositions-là pour pouvoir éviter la propagation de la COVID ont un impact sur les différents processus que vous aviez avant avec vos entreprises. Donc, il y a une induction d'un retard sur les délais. Donc, les délais deviennent plus longs sur toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, il est important pour les entreprises qui, avant la COVID, considéraient des fournitures, des matières premières juste à temps, par exemple, par le processus, la stratégie juste à temps, de pouvoir se constituer un stock de sécurité aujourd'hui pendant la COVID. Il faut aussi reviser ces prix, donc établir une matrice des prix optimisés afin de fixer les bons prix pour vos produits et vos services. Il est aussi important d'analyser votre performance financière en ayant une idée claire de la rentabilité de votre entreprise afin de prendre de meilleures décisions opérationnelles pour faire croître l'entreprise. On peut passer au slide suivant. Donc, dans ce cadre-là, il est important pour les entrepreneurs de comprendre leurs états financiers historiques, leurs états financiers intérimaires et leurs projections dans le futur. Et ce qui est très important, c'est, comme pour bâtir la résilience, c'est de s'assurer que la rentabilité est au rendez-vous. Donc, il est important pour les entreprises de procéder au calcul de rentabilité de façon constante. Et ce slide, en fait, vous présente un peu le seuil de rentabilité. À quel moment est-ce que vous vous situez dans un état de rentabilité. Donc, il faut observer si vos coûts indirects vos coûts indirects peuvent couvrir vos revenus peuvent couvrir vos coûts indirects. Donc, c'est vraiment très important. Donc,
Le slide vous présente un peu le calcul de seuil de rentabilité. Et ici, je prends l'exemple d'une TPE ou d'une PME qui fait un revenu de 100 000 francs CFA et qui vend 10 000 unités à 10 francs l'unité. Sa marge brute sur la base du tableau à droite, qui est un exemple de compte des résultats intérimaires, sa marge brute est de 65%, avec un coût direct sur... le coût direct, c'est le coût pour pouvoir arriver à son revenu, avec un coût direct de 35%. Donc, avec une marge brute de 65% et de coûts indirects évalués à 25 000, son seuil de rentabilité se calcule avec le coût indirect divisé par la proportion de la marge brute qui vous donne le seuil de rentabilité en francs CFA et puis ramener cela en unités vendues. C'est très important parce que c'est vos unités, chaque unité vendue qui correspond au montant, c'est-à-dire à la valeur monétaire de l'unité qui vous permet d'atteindre votre seuil de rentabilité. Donc, il faut ramener ce calcul-là à l'unité également. Donc, le compte des résultats intérimaires qui est présenté là, en fait, vous donne un peu les étapes du calcul du bénéfice net. Donc, vous avez un chiffre d'affaires, donc votre revenu brut de 100, qui est déduit des coûts directs de 35 pour donner un bénéfice brut de 65. Ensuite, quand vous déduisez vos coûts indirects de 25, qui sont en fait des coûts fixes ou variables ou semi-variables, vous arrivez à un bénéfice avant impôts et intérêts de 40. Donc, quand vous enlevez d'autres coûts tels que les intérêts, le montant d'intérêt, vous arrivez à un bénéfice avant impôt de 30. Et quand vous enlevez ou déduisez vos impôts de 5 000 francs CFA, vous arrivez à un bénéfice net de 25 000 francs CFA. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée du calcul. Et ce calcul doit se faire de façon régulière pour ceux qui bénéficient d'un service comptable, administratif, comptable et financier. Ils peuvent en fait instruire leur service de pouvoir leur donner de façon hebdomadaire ou mensuelle ce type d'indicateurs-là pour pouvoir les aider. Pour ceux qui n'ont pas de service comptable, ils peuvent certainement se référer à une CGA. Anderson a parlé des CGA au début de la présentation. On va passer au slide suivant. Donc, le calcul de votre seuil de rentabilité est très clé avec la COVID. Il faut mesurer votre bénéfice net. Il faut déterminer comment la rentabilité de votre entreprise évolue périodiquement, tirer des renseignements utiles de vos rapports financiers. Il faut les comprendre, c'est très important dans cette situation de crise pour mesurer la rentabilité de l'entreprise au fil du temps et évaluer la santé financière de l'entreprise. Utiliser des techniques d'analyse comparative, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut regarder où l'entreprise était avant la COVID, où l'entreprise en est pendant la COVID et où est-ce que l'entreprise, en termes de santé financière, en sera après la COVID. Et donc, il faut prendre des mesures correctives. Donc, si vous avez des écarts, quand vous faites l'analyse comparative, il faut prendre des mesures correctives pour pouvoir arriver à augmenter vos bénéfices. Donc, il est important d'améliorer vos rapports internes, c'est-à-dire les rapports internes, c'est par exemple les rapports de vos services, de votre service administratif, comptable et financier, qui en fait obtient des informations de toutes les unités de base de l'entreprise, par exemple le service commercial ou le service opérationnel ou technique. Donc, toutes ces informations sont regroupées au niveau du service administratif, comptable et financier pour pouvoir produire des rapports. Donc, c'est des rapports internes qui sont produits en général pour vos comptables, pour pouvoir établir vos bilans. Il faut en fait améliorer ces rapports-là en adoptant, par exemple, des technologies. Il faut améliorer vos processus et il faut en fait procéder à des contrôles réguliers de l'entreprise.
tant au niveau technique, au niveau des ventes qu'au niveau financier. On passe au slide suivant. Donc, pour arriver à gérer cette situation de crise, il est important d'établir un plan stratégique adapté à la situation. Et l'élaboration du plan stratégique, c'est un processus pour lequel vous pouvez avoir des ressources au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, il faut élaborer un plan stratégique qui est flexible et qui s'adapte à vos besoins changeants. C'est très important parce que on se retrouve dans une situation qui ne prévalait pas avant la COVID. Donc, c'est important d'être flexible et de réviser le plan stratégique de façon constante. Et le plan stratégique, en fait, répond à la question de savoir comment est-ce que comment vais-je m'y prendre? Comment vais-je m'y prendre? C'est de répondre directement à la situation actuelle. Comment m'y prendre pour répondre à la situation actuelle? Donc, le plan comprend un plan d'action détaillé pour atteindre des objectifs de votre entreprise au cours de la situation actuelle et des prochaines années, des années à venir. Et dans une deuxième étape, l'exécution du plan stratégique est très importante. Donc, il faut requérir, par exemple, le soutien de l'agence Côte d'Ivoire PME si vous n'avez pas les ressources internes pouvant vous aider à exécuter votre plan et à surveiller et adapter les plans aux besoins parce que le plan doit s'adapter au fil du temps. Et puis, il est très, très important et clé de pouvoir évaluer le plan stratégique. Donc, il faut élaborer, par exemple, une feuille de route que vous suivrez pour mettre en œuvre et concrétiser votre vision. On va passer au slide suivant. Donc, pour élaborer un peu sur l'élaboration d'un plan stratégique, comme je disais, un conseiller ou un consultant de l'agence peut vous aider dans ce sens-là. Donc, il faut décrire l'historique des produits, décrire l'historique de l'entreprise, les produits et les services, enfin, ou les services, parce que certaines entreprises sont des entreprises de services, et les réalisations de l'entreprise. Donc, il faut énoncer la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise dans le plan. Donc, la mission indique les activités courantes de votre entreprise. La vision décrit ce qu'elle entend faire à plus ou moins long terme. Et les valeurs ont pour objet de communiquer les grandes priorités, par exemple, le travail en équipe au sein de l'entreprise, comment vous travaillez en équipe, vos processus, vos procédures, les questions d'intégrité, d'éthique et l'orientation de votre acquisition de clients, par exemple. Donc, il est important de faire une analyse stratégique dans le plan qui donne un aperçu des forces et des faiblesses, des opportunités, des menaces. C'est en fait une analyse SWOT, une analyse qui est interne et à la fois externe. On va passer au slide suivant. Et donc, il faut adopter aussi des stratégies et des tactiques. Des stratégies globales, par exemple, accroître votre part de marché, comment vous allez procéder, les tactiques particulières qui vous permettent de les réaliser. Le plan d'action est très important parce que c'est un indicateur des activités et des responsabilités, des échéances. Vous établissez la relation entre vos activités, les responsabilités pour chaque activité et les différentes échéances pour l'atteinte de vos objectifs. Et le plan budgétaire, le plan opérationnel. Le plan budgétaire détaille les ressources et le financement dont l'entreprise a besoin pour atteindre les objectifs. Et le plan opérationnel décrit les objectifs et les activités de l'exercice à venir. Il y a un élément de contrôle et d'évaluation, donc spécifier les critères de contrôle et d'évaluation et assigner les responsabilités, utiliser un processus de mesure méthodique des progrès.
Il faut faire une communication du plan stratégique. La communication du plan stratégique, il faut être vraiment stratégique au niveau de la communication parce que vous ne voulez pas que la compétition soit informée sur vos activités. Donc, il faut en général faire signer un accord de confidentialité aux employés ou aux parties prenantes qui ont accès à l'information. Je vais passer au slide suivant. Au niveau de l'exécution du plan stratégique, il est important d'affecter les ressources adéquates, donc les ressources humaines, financières, équipements et au niveau technologique de soutien informatique à chaque étape de votre plan d'action. C'est important pour ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources adéquates de, par exemple, solliciter l'agence Côte d'Ivoire PME, encore une fois, qui est un outil essentiel dans l'écosystème et communiquer clairement les exigences de votre plan d'action dans toute votre entreprise en vous assurant que tout le monde comprend en quoi le plan sert votre vision et votre stratégie. Il faut surveiller continuellement vos progrès par rapport aux différents jalons et aux mesures de rendement établies dans le plan d'action. Il faut adapter votre plan d'action aux changements qui surviennent au cours de l'année et certainement au cours de la COVID. Soumettre votre plan stratégique à un examen annuel chaque année et c'est une routine à avoir. Et il faut tenir vos employés responsables d'accomplir leurs tâches assignées dans les délais prévus. Une chose qu'il est à noter, c'est que très souvent, les employés et les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas assez exigeants. Et les employés, en fait, ils font des retards quand il s'agit d'un certain nombre de livrables. Donc, il faut en fait être à même de pouvoir tenir les employés responsables. C'est important, surtout en situation de crise comme la COVID en ce moment-là. Est-ce que vous pouvez procéder à la page suivante parce que je crois qu'on a la page précédente. Donc, il faut apporter aux employés les ressources pour leur permettre de réaliser leurs tâches. Et si vous les tenez responsables, il faut leur donner les ressources nécessaires. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les ressources, il faut chercher les ressources externes qui peuvent aider. Par exemple, l'agence PME, l'agence Côte d'Ivoire PME est une ressource pour pouvoir atteindre vos objectifs stratégiques. On peut aller à la page suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau de l'évaluation du plan stratégique, il est important de développer des indicateurs financiers, par exemple la profitabilité, la tendance au niveau des revenus, le revenu brut, j'entends, vos flux de trésorerie, comment est-ce que vos flux de trésorerie se comportent. Et il faut aussi également lier ça aux objectifs des ventes, donc le taux de conversion, le taux de fidélisation de vos clients, à l'efficacité opérationnelle. Donc, il faut pouvoir déterminer quel est l'indice de création de valeur. Et puis aussi à la sécurité au niveau du travail, la sécurité pour vos employés. Et vous pouvez rapporter ça aux heures perdues à cause de certaines blessures ou à cause de certaines absences pour maladies, comme par exemple au niveau de la COVID. Et puis, comment est-ce que vous arrangez pour remplacer les employés? Il faut avoir toujours des backups, des gens qui peuvent remplacer les employés clés sur un certain nombre de tâches et de responsabilités. Et pour des entreprises manufacturières, il faut en fait considérer l'indice environnemental qui est l'utilisation de l'énergie au quotidien. Au niveau des indicateurs, ils doivent clairement être liés aux objectifs stratégiques et inciter vos employés à intervenir comme vous le souhaitez en fonction des indicateurs de rendement. Donc, il faut tenir des tableaux de bord du rendement comme outil de veille et surveillance de vos indicateurs de rendement. Il faut conduire des réunions de suivi et au niveau de la crise, c'est important de conduire des réunions de suivi beaucoup plus récurrentes, donc avoir beaucoup plus de communication interne ou d'évaluation du rendement
rendement au niveau opérationnel et au niveau des ressources humaines, au niveau des ventes. Donc, il est important d'offrir de la reconnaissance ou des récompenses à vos employés qui accomplissent leurs tâches dans les délais prévus et qui contribuent à l'atteinte des indicateurs de rendement. Ça, c'est très, très clé parce que vous voulez encourager vos employés à fournir leurs tâches dans les délais. On va passer à la suivante. Donc, on va un peu plus se concentrer sur les questions de flux de trésorerie dans cette section-là, dans cette partie-là de la session. C'est-à-dire, il y a une question au niveau de la trésorerie pendant la COVID à laquelle il est important de pouvoir répondre et prêter attention. Donc, à ce niveau-là, il faut en fait identifier vos besoins en trésorerie et la planification de vos flux financiers. C'est très important parce que la situation est évolutive et plus les cas augmentent, plus il y a un impact sur la chaîne des valeurs. Donc, au niveau de l'identification des besoins en trésorerie, il est important d'identifier les risques financiers et opérationnels pour fonctionner en période difficile. Donc, il faut déterminer quel serait le financement nécessaire à la mise en œuvre de vos plans d'urgence. Donc, il faut actualiser vos flux de trésorerie chaque semaine. Donc, pour ceux qui regardaient les flux de trésorerie mensuellement, il est important de regarder les flux de trésorerie hebdomadairement afin d'intégrer vos commandes clients à vos estimations de fonds de roulement. Pour certaines entreprises, ça pourrait être quotidien. Je sais que les services administratifs et comptables peuvent en fait tenir des rapports quotidiens. Donc, pour certaines entreprises, ça peut être quotidien plutôt qu'hebdomadaire. De sorte à identifier vos liquidités à court et à long terme afin de gérer au mieux l'impact de la COVID sur votre entreprise. Le court terme, ça lie à tout ce qui est en dessous de 12 mois et le long terme, c'est au-delà de 12 mois. La situation de la COVID a commencé certainement en Chine l'année dernière. Dans les autres pays, la plupart des pays ont commencé à noter les cas en janvier. Et ici particulièrement, on a commencé à prendre les dispositions à partir de mi-mars. Donc, c'est très important de pouvoir identifier à court terme, donc dans un délai de 3 à 6 mois, s'entend moins de 12 mois, les liquidités, donc les problèmes de liquidité ou comment est-ce que vous pouvez gérer les écarts de liquidité. Au niveau de la planification des flux de revenus, il faut élaborer un plan de relance des opérations, notamment les exigences relatives aux intrants, par exemple, les matières premières, les matériaux dont vous avez besoin, la main-d'œuvre, l'équipement. Élaborer un plan de gestion de la trésorerie fondé sur les répercussions financières de votre plan d'opération et préparer des plans d'urgence en cas de pénurie d'équipement ou de main-d'œuvre ou encore chez les fournisseurs. Donc, au niveau de la planification des flux, il faut élaborer des flux de trésorerie hebdomadaires, comme je disais tantôt, sur une période, par exemple, d'un trimestre, avec révision au terme des 12 à 13 semaines. Le trimestre peut faire 12 semaines ou 13 semaines. Et évaluer les scénarios de flux et de consommation de trésorerie à court terme pendant les 12 semaines. Donc, c'est sur le trimestre. On va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ceci, en fait, le tableau que vous avez ici, c'est juste un exemple pour pouvoir avoir une observation de votre flux. Donc, c'est important de regarder l'encaisse à l'ouverture chaque jour. Je parie que vous le faites, enfin, les entrepreneurs le font. Regardez l'encaisse à l'ouverture, quelles sont les entrées pour vos comptes clients, quelles sont les ventes au contenant.
les comptes clients en général, vous pouvez affecter des crédits commerciaux aux comptes clients. Donc, c'est des choses à négocier avec vos clients. Les ventes comptant, c'est la liquidité, donc c'est l'espèce en banque pour vous. Et donc, savoir au jour le jour, qu'est-ce que vous avez en banque et qu'est-ce que vous attendez avoir en banque. Ensuite, au niveau des comptes fournisseurs, il faut également avoir des échanges avec les fournisseurs pour savoir quelles sont les dépenses en cours, quels sont vos crédits commerciaux, par exemple, que vous avez obtenus de vos fournisseurs, qu'est-ce que vous payez au quotidien, et, afin de pouvoir établir beaucoup d'exploitation. Donc, vous regardez également si vous avez des financements pour les entreprises qui ont des financements en cours, quels sont les paiements du capital et de l'intérêt. Et puis, quand vous mettez tout ça ensemble, vous déduisez ce qui entre de ce qui sort. Vous arrivez au coût d'exploitation et quand vous y ajoutez la déduction de vos coûts de financement, vous arrivez à un solde de fermeture de la caisse. Donc, ça, c'est un exercice qui devrait être un exercice quotidien qui permettrait d'avoir une situation hebdomadaire. Et donc, cette situation hebdomadaire, vous pouvez l'observer sur le trimestre, comme je le disais tantôt. Donc, il est important d'analyser les besoins et les prévisions en trésorerie, de planifier le montant du fonds de roulement. Le fonds de roulement s'entend être la différence entre l'actif à court terme et le passif à court terme, afin de justifier une demande de prêt de fonds de roulement auprès, par exemple, d'une banque avec le soutien, par exemple, des fonds du comité de gestion, par exemple. Donc, élaborer un tableau de bord de flux de trésorerie, définir les indicateurs de suivi. Est-ce que vous avez des ventes réelles? Est-ce que vous avez des ventes dans votre pipeline? Les ventes dans le pipeline, en fait, c'est des ventes prévisionnelles ou des ventes qui ont été faites pour lesquelles vous attendez des entrées d'argent. Donc, votre pipeline doit prendre en compte les entrées d'espèces périodiquement, dans un délai à court terme et un délai à long terme. Donc, le court terme, comme je disais, c'est en dessous de 12 mois. Le long terme, c'est au-delà de 12 mois. Le délai moyen de recouvrement des comptes clients et le délai moyen de règlement de comptes fournisseurs. La rotation de vos stocks, surtout pour les entreprises manufacturières ou bien pour les entreprises en fait, les distributeurs, les entreprises de distribution, et de déterminer la caisse en fonction des prévisions du cycle d'exploitation de la marge brute. Donc, c'est très important d'avoir un suivi de vos flux de trésorerie de façon périodique et de façon la périodicité doit être vraiment à très court terme pour pouvoir avoir une idée claire de vos liquidités à court terme par rapport à la situation de crise. On va passer au slide suivant. Donc, dans ce processus-là, il est important de dresser la liste des entrées de fonds, les comptes clients, les ventes au comptant, les subventions salariales. Les subventions salariales, par exemple, ici au Canada, le gouvernement accorde des subventions salariales pour pouvoir préserver les emplois. Au niveau du comité de gestion en Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'ils pourront, ou de l'agence Côte d'Ivoire permet, pourront vous orienter sur des questions pareilles. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des subventions salariales, mais il se pourrait. Donc, tout ça pourrait constituer des sources de liquidité pour l'entreprise. Donc, les renseignements au niveau des ventes sont des renseignements que vous pouvez obtenir avec vos clients. Dresser la liste des sorties de fonds. Sorties de fonds, compte fournisseur, paiement mensuel, tout ce qui est paiement récurrent, et tous vos frais généraux, par exemple.
analyser vos dépenses et prendre des mesures correctives pour réduire les effectifs et les dépenses d'exploitation. Et c'est dommage de pouvoir laisser partir certains employés, mais dans le cadre de la COVID, certaines entreprises sont obligées de laisser partir des employés temporairement ou à long terme. Donc, s'il y a lieu de le faire pour la profitabilité de l'entreprise, puisque l'entreprise est une personne morale, pour sa survie, il faut bien procéder à cela. Définir vos dépenses au fil du temps, vous donnant ainsi une idée de la façon dont se produisent vos sorties de fonds et inclure vos obligations de prêt. C'est très important de ne pas oublier les obligations de prêt parce que les obligations de prêt, en fait, peuvent quelquefois créer la faillite pour certaines entreprises. On va passer au slide suivant. Donc, au niveau de la gestion du terme, le graphique à gauche ici, c'est un graphique qui présente une planification continue des opérations et des flux de trésorerie. Donc, la courbe en cloche, qui est la courbe de Gauss, est une courbe qui montre un mouvement des cas de COVID. Donc, dans tous les pays, cette courbe en cloche est une courbe observée. Donc, les cas commencent, elles progressent, elles atteignent un pic et puis elles redescendent. Donc, l'activité de chaque entreprise est liée à cette courbe-là. Et donc, la courbe en rouge décrit un peu l'évolution des activités de l'entreprise. Donc, avec l'impact sur les chaînes de valeur, vous avez des situations, on appelle ça de baisse de votre activité, de vos opérations, qui impactent directement votre profitabilité. Et donc, c'est pour cela qu'il est important en fait, mettre à jour votre trésorerie et de mettre à jour votre plan financier. Donc, mais il ne faut pas perdre à l'esprit que lorsque la courbe en cloche commence sa chute, à partir de ce moment-là, il faut prendre en considération la reprise des opérations, la reprise des activités. Et donc, la confirmation de vos commandes clients, par exemple, vous devez vraiment de façon périodique à court terme observer ça, observer votre pipeline, comme j'ai dit tantôt, les achats de matières premières, de fournitures, d'équipements, s'il y a lieu, le rappel des employés, par exemple, que vous avez mis au chômage, qui ont été libérés, la réception de nouveaux envois, par exemple, et l'opérationnalisation. Et donc, en fonction des cas de COVID, il y a une relation directe avec les opérations de votre entreprise. Donc, il faut adapter vos activités à vos besoins d'affaires. La progression du nombre de cas actifs de COVID impacte directement votre opération et votre trésorerie. Pensez à la reprise lorsque le nombre de cas COVID entame sa baisse. Je ne connais pas la situation au niveau du nombre de cas COVID en Côte d'Ivoire à ce jour, mais il semble que les cas augmentent. Donc, il semble que vous n'avez pas encore atteint le pic de la courbe en cloche. Donc, il est important de surveiller votre trésorerie à ce moment-là. Prévoir les achats de matières premières, prévoir le rappel des employés, assurer l'opérationnalisation, assurer la gestion logistique et anticiper les prêts en soutien à la reprise. On va passer au slide suivant. Donc, au niveau des flux financiers à long terme, il faut créer un plan d'action indiquant vos priorités, comme j'ai dit tantôt. Donc, élaborer un tableau de bord financier afin d'assurer le suivi du rendement et identifier le financement adapté à vos besoins d'affaires. Par exemple, le financement lié au rachat d'une entreprise. Si vous voulez faire... COVID est une opportunité pour certaines entreprises de grandir pendant que d'autres entreprises vont à perte. Donc, certaines entreprises qui sont plus résilientes pourraient racheter un certain nombre d'entreprises qui ont des difficultés. Donc, c'est une opportunité pour certaines entreprises de faire une expansion. Donc, essayez de regarder au niveau des financements, quels sont les financements disponibles pour les rachats.
quels sont les financements disponibles pour les prêts immobiliers commerciaux, par exemple, pour les entreprises qui veulent faire une expansion? Quels sont les financements disponibles pour les achats d'équipements, les financements de bons de commande, les financements de nouvelles technologies, de transfert d'entreprises, les transferts d'entreprises et en gros, quels sont les financements qui sont disponibles pour les prêts d'expansion, par exemple, au niveau des services financiers. On va procéder au suivant. Donc, je pense que avec ça, je conclue la présentation de ce jour. Donc, on va passer certainement aux échanges après ce slide-là. Si vous avez des questions ou des commentaires, je suis disponible pour pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie. OK. Merci, Michel. Merci à toutes les participantes et à tous les participants, les partenaires, les fêtiers qui nous rejoignent pour ce webinaire. Alors, nous venons donc de comprendre un peu les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion agile des effets de la pandémie par les variants. Alors, l'occasion est donnée à présent de poser des questions ou de présenter ou d'apporter des contributions pour enrichir les échanges. Vous avez la possibilité donc de nous soumettre vos contributions, vos questions à travers le chat en ligne par des messages écrits ou au bas de votre écran, vous avez une icône de main levée pour prendre le micro. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de main levée et mon collègue Jean-Luc vous passera la parole à tour de rôle pour des interventions directes avec le conférencier. Voilà. Donc, Jean-Luc. Oui, Anderson, on a Madame Dibi Louise qui va intervenir. OK. Donc, je te laisse gérer cette partie, s'il te plaît, au fur et à mesure. OK. Bonjour, Madame Dibi Louise. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? D'accord. On a Monsieur Assalé, en attendant que Madame Dibi. OK. Bonjour, Monsieur Assalé. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Passy, pour cette brillante contribution. Bonjour. J'ai juste une petite préoccupation. Oui. Je sais qu'il n'est pas aisé de faire une telle présentation, un panel aussi élargi qui parle des TPE jusqu'aux PME les plus importantes. Donc, ma préoccupation, c'est surtout au niveau des TPE. C'est un peu un plaidoyer. Les TPE sont vraiment caractérisés par beaucoup de paramètres tels que l'informel, qui est déjà... Il y a même des PME qui sont dans l'informel, quand bien même elles ont les papiers administratifs, mais les opérations au quotidien, les attitudes, tout se fait vraiment dans l'informel. Souvent, il y a la plupart d'entre elles qui n'ont pas de comptabilité du tout. Il y en a qui naviguent à vue, et ça, c'est une majorité. Je parle de mon expérience sur le terrain. Alors, donc, ces TPE-là sont caractérisées par plusieurs choses. Et les dirigeants, généralement, bon, la plupart, il y en a qui sont illettrés, analphabètes, ou bien le niveau scolaire n'est pas vraiment au-delà peut-être du lycée. Ce sont des self-made men ou bien self-made women. Ils gèrent des entreprises qui ont souvent moins de 10 salariés. Donc, c'est vrai qu'elles ne sont pas structurées. On n'a pas un service de contrôle de gestion, on n'a pas de contrôle interne, on n'a pas de comptabilité. La plupart, même n'ayant pas de comptabilité, ne sont même pas affiliés à un CGA. Les fiscalités sont sommaires. Souvent, c'est des patentes qui sont payées auprès des mairies, des municipalités. En général, c'est un seul dirigeant propriétaire. Et plus grave, très souvent, il y a une très faible, alors pas de bancarisation du tout. Il y a des entreprises que je connais qui fonctionnent avec Orange Money, comme seule source de bancarisation. Alors, c'est pour peut-être mon plaidoyer se situe à ce niveau. On peut ramener, peut-être, une autre fois, ce bilan exposé à un niveau qui prenne en compte tous ces paramètres. Parce que quand vous parlez d'indicateurs de rentabilité,
Je suis sûr que beaucoup n'ont pas compris. Nous, c'est notre domaine, je suis financier. Même des comptables qui ont des entreprises ont du mal à tenir leur propre comptabilité. Quand il s'agit de le faire pour quelqu'un d'autre, on est bien. Mais quand il s'agit de le faire dans notre propre comptabilité, ce n'est pas évident. Alors, on parle de tableau de bord. Je pense que toutes ces choses peuvent être ramenées. Je prends le cap. Je dis n'importe quoi. Une coiffeuse qui a un salon de coiffure qui emploie peut-être 5, 6, 7 bonnes dames, qui quand même fait du chiffre d'affaires. Vous parlez de tableau de bord, bon, elle ne comprendra pas grand-chose. Comment cela se ramène à sa réalité? Je crois que ça aussi, c'est important pour cette frange. Hein, je dis que c'est pour cette frange de la cible qui, ma foi, je ne suis pas sûr, elle peut comprendre beaucoup de choses à travers l'exposé. Voilà un peu ma préoccupation. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Assalé. C'est un point très important, effectivement, pour les opérateurs du secteur informel. Oui, ces terminologies sont un peu poussées pour les TPE, comme vous avez dit, mais il est important, quand on est en opération, que ce soit informel ou formalisé, de pouvoir tenir un cahier, par exemple, un simple cahier, par exemple, prenons des dames qui sont au marché en train de faire des ventes. Si vous tenez un cahier, vous pouvez savoir de façon quotidienne, c'est important que pour ces opérateurs spécifiquement, la périodicité soit quotidienne. À la fin de votre journée, vous devez tenir un compte qui détermine le revenu que vous avez fait pour cette journée-là et les dépenses que vous avez encourues pour la journée. Et donc, si vous tenez un cahier, bon, pour ceux qui sont en analphabètes, ça se comprend. Cependant, ils peuvent utiliser, par exemple, leurs enfants qu'ils ont mis à l'école. Je veux dire, quelqu'un qui est dans le niveau collège peut aider à tenir un cahier pareil, ou un neveu, ou quelqu'un de la famille qui est alphabétisé pour les aider. Pour autant que la personne parle la langue de la personne qui tient les opérations de l'entreprise. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tenir, pour les informels, on peut tenir un cahier quotidien où on reporte au quotidien tous les revenus et toutes les dépenses qui sont faites. Et on peut faire un suivi à partir de ce moment-là. Et vous savez, si vous avez un cahier ou un classeur ou un registre, ça peut vraiment aider. Donc, pour des services d'accompagnement, par exemple, comme l'agence, je pense qu'il doit y avoir des sessions pour pouvoir aider au niveau de en partenariat, par exemple, avec d'autres opérateurs de l'écosystème, la tenue de la comptabilité pour des opérateurs du secteur informel, particulièrement des gens qui ne sont pas alphabétisés, et puis démontrer comment est-ce qu'ils peuvent tenir, par exemple, un simple cahier pour pouvoir établir leurs revenus mensuellement. Bon, mais pour ces entités-là, il est important que ce suivi se fasse de façon quotidienne. C'est mon point de vue sur la question. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de formation pour les TPE, particulièrement les TPE du secteur informel, sur la question de la gestion de leurs finances. Il est très important pour un individu qui rentre en entrepreneuriat, que ce soit informel ou formel, de pouvoir établir la santé financière de ses opérations. Parce que c'est la source de revenus pour la personne, en fait, en général. Et ces personnes-là, en fait, utilisent ces sources de revenus là, pour pouvoir nourrir leur famille, pour mettre ça plus simplement. OK. Merci, Michel, pour les éléments de réponse. Nous allons poursuivre. Nous allons prendre une série de 4 autres questions et passer donc à la deuxième personne, s'il vous plaît. Jean-Luc. Oui, nous avons M. Kwame Swanga. Okay. M. Kwame, activez votre micro, s'il vous plaît. M. Kwame Swanga.
Allô? Allô, Monsieur Kwame, vous nous entendez? Allô? Oui, je vous entends. Oui, allez-y. On vous entend de loin, Monsieur Kwame. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro? Allô? Oui, allô? Bien. Oui, vous m'entendez bien maintenant? Oui, allez-y. Je voudrais tout simplement savoir si il est possible que nous ayons le cours à disposition. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est juste un peu une contribution par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Je pense qu'au niveau de ceux qui sont dans l'informel, il serait bon que Côte d'Ivoire PME puisse lancer peut-être un programme de structuration du secteur informel afin de jouer un peu le rôle de l'acteur qui va récupérer ceux qui sont dans l'informel pour formaliser leurs activités. Et je pense qu'il y a une comptabilité simple d'activités de la République qui est déjà là pour permettre de les amener vers tout ce qui est formel et surtout par rapport au niveau qui a été enseigné tout à l'heure. Donc, si je me résume, je souhaiterais vraiment que le premier puisse toujours vraiment se faire que soit structuré. Et ça va beaucoup aider voici un peu ma question. Merci d'avoir. Allô, Anderson? Oui, Tu as réussi à prendre la question? oui, j'ai pris la question, c'est bon. On peut passer aux 3 autres personnes suivantes. D'accord. Il n'y a Non, mais pas d'autres mains levées. la question du monsieur, c'était par rapport, je pense, à la présentation. Il a demandé s'il pourrait avoir... Oui, il aura, oui, Oui. il aura la présentation. On va répondre tout à l'heure. On va prendre les 3 autres personnes et puis on va les réponses. D'accord. On n'a pas d'autres mains levées en ce moment. Ok. Ok, d'accord. Bien, donc, pour répondre à M. Kwame Swaga, c'est juste dire que les supports de formation vous seront partagés, la vidéo également de la formation, l'enregistrement. Donc, la formation en ligne sur webinaire est enregistrée et sera diffusée dans son entièreté sur notre page YouTube. Voilà, on vous enverra les liens dans les jours à venir. Voilà. Concernant la restauration au niveau du secteur informel, l'appui de l'agence Côte d'Ivoire PME, je l'ai dit dans la trame de mes propos lors de la présentation des activités de l'agence, que c'est justement c'est pourquoi l'agence opérationnalise le statut d'entrepreneur qui devrait permettre donc à tout acteur du secteur informel acquérant ce statut de bénéficier donc des mesures d'accompagnement à la restructuration, à la mise en place de comptabilité simplifiée, et à des formations en termes de, je dirais, d'éducation financière et d'assistance et d'accompagnement donc à l'accès au financement également. Donc, c'est tout un dispositif que l'agence a prévu dans le cadre de la mise en œuvre donc, de ce nouveau statut appelé statut de l'entrepreneur qui devrait permettre donc à tout acteur du secteur informel de pouvoir être organisé, structuré aussi bien que une entité économique créée sous forme de PME ou bien de grandes entreprises et de bénéficier également des avantages fiscaux, des avantages sociaux en matière de cotisation retraite, d'assurance maladie et de bien d'autres avantages au même titre qu'un employé dans une PME formalisée, structurée, bien organisée, ou bien dans une grande entreprise, ou bien un agent de la fonction publique. Donc, voici le programme qui est en cours. Je ne sais pas si Michel veut intervenir un peu sur la question. Oui, je pense que c'est important pour les opérateurs de l'informel de pouvoir penser parce que quand on entre en entrepreneuriat, c'est de pouvoir faire grandir son affaire. Donc, en faisant grandir son affaire, vous faites croître votre bénéfice net. Et donc, plus l'activité croît,
et plus vous devez vous formaliser parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc, l'idée, c'est la transition de l'informel au formel progressivement. Et en cela, c'est vraiment bien que l'agence ait le statut de l'entrepreneur qui va être un outil pour pouvoir aider les acteurs du secteur informel pour leur transition, pour la formalisation de leurs opérations. Et il faut toujours avoir à l'idée, à l'esprit, qu'un entrepreneur doit faire croître son entreprise. C'est cela que l'expansion, à un moment donné, s'impose. Et souvent, les gens se retrouvent à revendre leurs entreprises parce qu'ils sont des entrepreneurs qui viennent avec des idées et qui ne peuvent pas gérer un certain niveau de croissance. Donc, ils vendent ça à quelqu'un ou à des opérateurs qui peuvent en fait conduire cette expansion-là. Et donc, quand on crée une activité qui soit informelle, même pour quelqu'un qui n'est pas alphabétisé, c'est de faire grandir son revenu net. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. OK, merci. Alors, pour tous ceux qui sont en ligne avec nous, voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat ou de nous envoyer à travers le chat également vos suggestions, vos encouragements vis-à-vis de l'agence Côte d'Ivoire PME, ce que vous pensez de l'agence, ce que vous souhaitez de l'agence, ce que vous aimeriez que l'agence apporte toujours à l'écosystème. On attend ces propositions, ces encouragements également par écrit à travers le chat, afin de nous permettre donc de nous améliorer et d'améliorer également nos différents services, nos prestations vers l'écosystème. Jean-Luc? Oui, on a M. Lago qui veut intervenir. Okay. Monsieur Lago, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Bonjour à tous. Bonjour, Côte d'Ivoire PME. Monsieur le conférencier, je vous dis merci pour ce que vous nous avez permis de pouvoir aujourd'hui encore nous enrichir de nos connaissances. Nous voulons dire merci à Côte d'Ivoire PME pour tout le travail qu'il y a là-bas. Moi, c'est des encouragements. Et puis, avoir aussi savoir si Côte d'Ivoire PME peut aider les entrepreneurs à élaborer les plans stratégiques. Donc, le conférencier a parlé de différents plans stratégiques. C'est vrai. Est-ce que Côte d'Ivoire PME peut aider? Parce que, comme disait le premier intervenant, c'est bon, on connaît beaucoup de choses, mais quand il s'agit de nous-mêmes, là, c'est un peu compliqué de s'asseoir pour pouvoir le faire. Donc, voilà quoi. C'était ce que je voulais demander. Merci. OK. Jean-Luc, il y a une autre question, un autre intervenant, une contribution? Oui, on a un autre intervenant, monsieur ou madame Noné. Allô? Allô, vous nous entendez? Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, allô? Voilà, merci beaucoup. Et merci aussi au conférencier. J'aimerais en fait ma question ou ma préoccupation en fait se situe au niveau, au niveau des entreprises qui sont en fait dans l'événementiel. J'ai suivi un peu c'est-à-dire la gestion des impacts du Covid et tout ce que en fait, le conférencier a dit. Mais en fait, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que vous pensez en fait des entreprises qui sont dans l'événementiel? Comment ceux-là peuvent s'en sortir? Juste pour avoir en fait votre idée. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Allô, Jean-Luc? Anderson, oui? Oui, c'est bon. Y a-t-il une autre question? Non, on n'a pas d'autres mains levées. On a M. Swanga. Je vais voir si ça fonctionne de son côté. Allô, M. Swanga? Allô? Allô, M. Kwame Swanga, vous nous entendez? Allô? Allô? Oui, allez-y.
On vous entend de loin, M. Songa. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. Alors, je voudrais vous poser une question. La difficulté actuelle de la situation de la Covid fait que toutes nos activités se sont arrêtées. Et nous avons essayé de bâtir des stratégies par rapport à la résilience. Et nous attendons de reprendre des activités très bientôt. Nous avons contacté certains de nos clients pour commencer à se manifester. Mais il se trouve que, puisque ça fait pratiquement 4 mois, nous sommes en train de nettoyer, essayer de faire le nécessaire. Nous sommes confrontés à un vrai problème. Salut. Nous allons vers nos fournisseurs, ceux avec qui nous prenons la matière première, et ils nous exigent, à cause de la situation aussi, de payer avant de retourner. Ma question, puisque nous n'avons pas encore eu l'opportunité d'avoir le fonds de soutien, est-ce que les bons de commande que nous avons en main aujourd'hui peuvent trouver une solution de financement auprès de Côte d'Ivoire PME par rapport au fonds pour nous permettre de satisfaire nos clients qui sont en cette question parce que les collègues chefs d'entreprise de PME qui sont dans la même situation. C'est la société MDH. Ok. Ok, c'est bien perçu. Alors, Michel, je vais répondre aux intervenants suivants, M. Lago et à M. Soga, et puis te laisser la parole pour la réponse à M. Noumé concernant son entreprise dans l'événementiel, voilà, le secteur de l'événementiel. Voilà. Alors, j'aimerais dire pour la question relative à l'aide que l'agence pourrait apporter dans l'élaboration des plans stratégiques pour les entrepreneurs, j'aimerais répondre que l'agence, effectivement, a pour rôle d'accompagner les entrepreneurs dans l'élaboration de ces plans stratégiques-là. C'est un des rôles du guichet. Et à cet effet, donc, on va certainement procéder au diagnostic ou à l'analyse SWOT de l'entreprise. Et je dirais donc que vous puissiez peut-être nous recontacter après pour voir comment est-ce que l'un de nos spécialistes peut vous apporter cette assistance-là au niveau du diagnostic de votre entreprise en vue de la mise en place d'un plan stratégique ou d'un plan de redressement ou de restructuration. Voilà. C'est pourquoi nous avons mis en place un service d'accompagnement conseil personnalisé où une fois au moins par semaine, les jeudis, on a un spécialiste, un expert en redressement d'entreprise qui vous reçoit, qui est disponible donc à l'agence et qui vous reçoit pour s'enquérir de vos problématiques et puis voir comment vous accompagner dans la mise en place de ce plan stratégique à partir de l'analyse faite de votre entreprise. Voilà. Et également, toujours dans cette dynamique, les programmes que nous lançons avec les partenaires, tels que le programme d'appui à la productivité PME, ce programme-là donc vise également à procéder à la mise en place de ces plans stratégiques pour booster ou améliorer la productivité des entreprises aujourd'hui fortement impactées par la pandémie. M. Swaga demandait de savoir est-ce que les bons de commande pour rapport aux clients peuvent être pris en compte par le fonds de soutien aux PME afin de lui permettre donc de faire face à ces engagements. Ce que je pourrais dire, c'est que dans la phase actuelle, nous attendons les nouveaux critères, la définition des nouveaux critères d'accès au fonds. Vu que la phase transitoire est passée, c'était une phase test de juste 1 mois. Nous devons donc passer à la phase à échelle. Et selon que les critères vont être définis, nous allons passer ou procéder à des communications sur ces nouveaux critères-là. Et en ce moment-là, nous pourrions facilement vous répondre, M. Swaga, mais pour l'heure, nous notons votre question et nous espérons que au plus tard la semaine prochaine, les nouveaux critères vont être définis afin de nous permettre de mieux vous répondre sur votre préoccupation relative donc,
à la prise en compte des bons de commande que vous avez sous la main par le dispositif d'appui aux PME, notamment en matière de financement à cette période de crise. Voilà. Michel, je te laisse la parole à présent pour répondre à M. Nounet qui aimerait savoir comment s'y prendre, quel conseil vous pourriez lui donner pour son entreprise qui est dans le secteur de l'événementiel. Voilà. Comment il doit, de façon stratégique, manager son entreprise ou adopter des stratégies de management appropriées, voilà, en la matière, quoi, concernant le secteur de l'événementiel. Oui, il faut dire que le secteur de l'événementiel est un secteur directement impacté par la COVID. Tout ce qui est amusement, récréation, et même le secteur du sport et tout ça, pour éviter les rassemblements et tout. Et donc, au niveau de l'événementiel, ils sont directement impactés. Au niveau de la gestion opérationnelle d'une entreprise du secteur, la plupart des entreprises, en fait, de mon expérience, ont un appui en termes de subventions, par exemple, subventions à leurs employés, ou alors ils ont des financements à court terme avec des remises sur le repaiement du capital à terme, lorsque les opérations vont reprendre. Et ces financements font partie, par exemple, des contributions au niveau gouvernemental pour COVID, par exemple. Donc, je pense que c'est une situation vraiment difficile pour quelqu'un qui est dans l'événementiel parce qu'il n'y a vraiment pas d'activité. Pour être honnête, en qualité de banquier, à ce jour, les opérateurs de ce secteur-là bénéficient, par exemple, de dispositions, par exemple, pour les aider à reporter leurs paiements, s'ils ont des paiements, par exemple, en termes de coûts à leur financement, par exemple. Par exemple, le loyer, au niveau du loyer, par exemple, je ne sais pas si au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le soutien au paiement du loyer, par exemple. D'autres pays ont pensé à aider les entrepreneurs au niveau du paiement de leur loyer. C'est un coût opérationnel important. Donc, il faut en fait, pour un opérateur de l'événementiel, redéfinir sa stratégie et utiliser beaucoup plus, je dirais, l'Internet. Je pense que beaucoup se sont réorientés vers la nouvelle technologie. Donc, essayer de réimaginer comment est-ce qu'ils peuvent organiser des activités génératrices de revenus sur l'Internet, en utilisant, par exemple, l'Internet. Donc, je pense que c'est une initiative à laquelle il faut penser pour M. Nonia. Donc, c'est important de se réorienter vers des activités productrices de liquidité, une activité productrice de liquidité dans cette phase-là, parce que l'événementiel est directement impacté par la situation de la COVID. Je ne sais pas si ça répond à sa question. Je remercie pour sa question parce que c'est très important, parce que c'est un secteur vraiment qui est impacté par COVID. Je voulais aussi intervenir sur la question de M. Lago, sur le plan d'action. Ça c'est au niveau de l'agence. Donc, l'agence, éventuellement, doit pouvoir avoir des ressources pour les entrepreneurs. C'est une démarche. Le plan stratégique, par exemple, le plan d'action qui est inclus dans le plan stratégique, c'est une démarche. Donc, mais il faut noter que la mise en place d'un plan stratégique a un coût. Dans la situation de COVID, il y a beaucoup de subventions, beaucoup d'aides de l'État et d'autres structures. Donc, il faut probablement profiter de ces aides-là pour mettre en place un plan stratégique avec des plans d'action. Donc, je pense qu'au niveau de l'agence, éventuellement, il y a des ressources à ce niveau. Et puis, la question de M. Songa pour les bons de commande. Les bons de commande, il y a des financements appropriés pour les bons de commande. Cependant, vos bons
doivent être en fait, vous pouvez avoir des financements en support des bons de commande. Je pense qu'avec les aides qu'il y a en place, éventuellement, comme a décrit Anderson, vous pouvez avoir des aides à ce niveau-là. Mais il faut que ce soit des bons qui sont initiés par des structures qui sont crédibles aussi. Parce que si la structure n'est pas crédible, les institutions de financement ont un problème avec le financement des bons de commande. OK. Merci, Michel. Jean-Luc, y a-t-il d'autres mains levées? On a toujours M. Kwame Songa et Lago. Monsieur Lago. OK. On va passer aux dernières interventions et voilà, et conclure. D'accord. Monsieur Kwame, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Allô, Monsieur Lago? Oui, je suis là. Allez-y. D'accord. Ma question est de savoir si une entreprise qui a moins de 3 ans ne peut pas être accompagnée dans les formations, par exemple, je prends le cas du plan d'appui à la productivité, et puis accompagné aussi par l'État dans le cas du Covid, parce que ce que j'ai remarqué, bon, moi je le dis parce que moi je viens de commencer, ça fait 1 an à peine, mais lors du lancement de la présentation du plan d'action du PAP, on était présents, on a participé, on était tous intéressés. On a même participé on appelle ça, à la vie à manifestation d'intérêt, mais on ne nous a pas retenu parce qu'on disait qu'on n'avait pas 3 ans. Ils ont relancé encore la deuxième fois cette année, à laquelle nous avons participé encore. Bon, on espère que ça sera pas éliminatoire parce qu'on a 1 an. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'une entreprise qui vient à peine de commencer et qui a eu la chance de tomber sur tout ce que l'agence Côte d'Ivoire PME fait de bon et qui veut participer, qui veut être accompagné, mais quand il s'agit de... Il y a des blocages concernant les années d'existence. Moi, je ne sais pas si on ne peut pas nous accompagner en tant qu'entrepreneur qui vient de commencer. Parce que moi, un entrepreneur qui vient de commencer, et qui a une structure comme l'agence Côte d'Ivoire PME pour l'accompagner dès le bas âge, c'est-à-dire dès sa naissance, comment ça fait les premiers pas, peut aller plus loin parce que monsieur le conférencier disait tout à l'heure que la période de Covid a créé, a favorisé à beaucoup d'entreprises de devenir moins productives. Donc, du coup, elles sont obligées de vendre leur entreprise. Alors que si elles sont accompagnées dès le départ, je pense que cela peut ne pas arriver. Voilà. OK. Alors, OK, merci M. Lago. Avant que M. Swagan ne prenne la parole, je voudrais juste dire que les programmes spéciaux que nous lançons sont en général en partenariat avec des organismes et des partenaires techniques, des partenaires financiers qui ont des critères déjà en leur sein qui leur permettent donc de mieux mesurer les impacts que nous voulons atteindre en accompagnant les entreprises. Il en est de même pour le fonds de soutien aux PME dans le cadre de la crise actuelle. Voilà, il y a des mesures, il y a des critères qui font que toutes les entreprises ne peuvent pas forcément appliquer, surtout les entreprises naissantes qui ont peut-être 6 mois ou moins d'1 an d'existence. Voilà. Donc, en fonction des programmes ou des fonds mis en place, il y a des critères qui diffèrent d'un point à un autre et qui peuvent malheureusement éliminer certaines entreprises, en particulier celles qui ont moins d'1 an. Tout compte fait, l'agence elle-même existe pour accompagner et les entreprises naissantes et les entreprises qui ont plus d'1 an ou 2 ans. De sorte même que les porteurs d'idées de projets, les porteurs d'idées de création d'entreprises sont également assistés ou accompagnés par l'agence, de sorte à peaufiner leurs idées jusqu'à ce que ces idées-là deviennent matures, deviennent des entreprises. Donc, l'agence est disponible et n'attendez pas des programmes pour forcément penser que l'agence ne pourra pas vous accompagner, sauf s'il y a des programmes. L'agence a des services
ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur année de naissance ou leur année, leur année d'existence, d'accord? Et ne vous laissez pas freiner par tout cela. Nos services sont là. Nous avons le guichet qui est ouvert tous les jours. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, vers le nouveau rond-point. Et vous pouvez venir, je suis là, vous pouvez venir même me rencontrer. On peut toujours vous apporter cet appui ou cette assistance en accompagnement conseil dont vous avez besoin. Vous pouvez passer autant que vous voulez et aussi, surtout prendre part à ces différents programmes de formation en ligne, ces webinaires qui également contribuent donc à renforcer vos capacités et qui ne ciblent pas une catégorie d'entreprise particulière en fonction de son année de création. Donc ça, c'est ce que je voudrais préciser pour vous dire que l'agence se tient à votre disposition pour vous appuyer, quelle que soit la forme du programme ou des services que nous offrons. Vous pouvez avoir accès à ces services-là. Voilà. Michel, je ne sais pas si tu voudrais peut-être dire quelque chose là-dessus. Je pense que tu as donné la réponse parce que sa préoccupation, c'est de savoir comment est-ce que pour les nouvelles entreprises peuvent être encadrées. Et c'est une situation difficile un peu partout. Au Canada, ils ont ce qu'ils appellent des centres aux petites entreprises. Donc, pour la création d'entreprises, ils aident les entreprises à faire le plan d'affaires, un plan stratégique. Et tout ça, c'est subventionné par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou le gouvernement au niveau de la municipalité. Parce qu'au Canada, il y a 3 niveaux de gouvernement et chaque gouvernement. Donc, ces centres aux petites entreprises, là, c'est des centres qui sont liés à la municipalité parce qu'il y a une promotion du développement économique local. Donc, je pense que l'agence Côte d'Ivoire PME, en fait, je pense qu'à un incubateur et tout ça. Donc l'agence est bien placée pour pouvoir aider les entreprises, même si les partenaires ne sont pas enclins à aider dans un certain nombre de programmes. Parce qu'ils ont des objectifs spécifiques aussi et des cahiers de charges qui doivent en fait respecter. Merci, Michel. Merci. Monsieur Kwame Swaga, s'il vous plaît. Ça sera la dernière intervention. Et après, voilà, on va conclure. Je pense que je suis déjà satisfait. On ne vous entend pas très bien, monsieur Kwame Swaga. Voilà. Est-ce que vous avez été satisfait déjà par les éléments de réponse apportés? OK. On a vraiment du mal à vous percevoir. OK. OK. Si vous pouvez nous envoyer un message dans le chat, ce serait parfait, monsieur Swaga. Merci. Voilà. Vous pouvez nous envoyer un message dans le chat, s'il vous plaît. Alors, donc, Jean-Luc. Anderson, on a quelques questions dans le chat. On a une question de Madame Oboji. Non, Monsieur Oboji. Monsieur Oboji, Méné Désiré. Monsieur Oboji, Méné Désiré. Voilà. OK. Donc, pour les nouveaux critères, est-ce que les TPE du PAP sont associés? Parce que certains de ces TPE ne sont pas associés. On fait des propositions. OK, d'accord. Les TPE du PAP peuvent toujours postuler à ces différents programmes que nous lançons ou même au fonds de soutien au PME, nous avons apporté une assistance au TPE du PAP. Voilà, donc ne vous laissez pas freiner par tout cela. Et puis, juste après le webinaire, j'ai laissé mon adresse email dans le chat. Voilà, j'ai laissé mon adresse email anda@agencecipme.ci. Voilà, vous pouvez m'écrire pour que nous puissions toujours vous apporter l'assistance qu'il faut. Voilà. Alors, donc, Michel, on va te laisser dire ton mot de fin, s'il te plaît. Et puis, il est presque 11h30, on va conclure. Tout en attendant toujours des suggestions ou des propositions dans le chat, des encouragements ou des
les attentes que vous aimeriez que l'agence puisse satisfaire auprès de l'écosystème des TPO, des PME. Voilà. N'hésitez pas à nous faire ces propositions ou à nous écrire dans le chat pendant que nous sommes en train de conclure. Michel, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup, Anderson. Je voudrais remercier l'agence pour l'opportunité de, une fois encore, contribuer à édifier certains de nos compatriotes, particulièrement les entrepreneurs, qu'ils soient du secteur informel ou formel. C'est toujours un plaisir pour moi de contribuer. Donc, je voudrais remercier l'agence et je voudrais remercier tous les participants et tous ceux qui ont posé des questions. Donc, si jamais il y a des questions de suivi après cette session, les questions peuvent être en fait envoyées à l'agence par le truchement d'Anderson. Et je me ferai un plaisir de pouvoir contribuer à répondre aux questions. Merci. Merci infiniment, Michel, pour ta disponibilité. Je rappelle que Michel est basé au Canada, Michel Kwasi. Il espère en investissement, en financement, en promotion des PME, en développement des PME. Voilà, et il est ivoirien. Et il se fait toujours le plaisir, chaque fois, quand on le sollicite au niveau de l'agence, de se faire fort de nous apporter son expérience, de nous partager son expertise. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Voilà. Il s'est lui-même déplacé pour être à Abidjan quelques mois en arrière. Et je crois à plusieurs reprises, il est venu en présentiel, donc assister l'agence dans le déploiement de ses programmes. Et aujourd'hui, compte tenu des effets de la crise, ça fait la deuxième fois qu'il intervient en conférencier pour les webinaires. Voilà. Donc, merci infiniment. La direction générale te remercie. Voilà, le directeur général lui-même avait voulu être un co-conférencier, voilà, un co-animateur de ce webinaire, mais son programme n'a pas pu le permettre. Je pense que ce n'est que partie remise. Ce webinaire sur le management stratégique vient mettre fin à une série de webinaires que nous avons initiés depuis le mois d'avril. Donc, nous avons fait un planning déjà pour le 26 juin aujourd'hui. Donc, ce webinaire sur le management stratégique, la gestion agile des effets de la crise vient mettre fin donc, à ce programme trimestriel. Nous allons vous revenir les jours à venir pour les autres webinaires des mois de juillet et août. On espère que la crise va, je dirais, réduire ses effets. La crise va être davantage maîtrisée, contrôlée, de sorte à ce que nous puissions reprendre nos activités en présentiel. Voilà.